On dit qu'il y a toujours un bon côté à tout. Même au changement climatique. Difficile de lui trouver des circonstances atténuantes, car il menace rien de moins que la vie sur Terre. Et pourtant, notre planète est déjà passée par là. Also das Klima wird sich immer ändern, einfach weil die Erde ein dynamisches System ist. Si c'est déjà arrivé, ça ne peut pas être si catastrophique. Mieux encore, c'est même grâce à ça qu'on existe. Notre planète a connu 5 crises climatiques qui ont quasiment anéanti toute vie et qui ont à chaque fois rebattu les cartes du vivant. Es gibt dann immer Loser, das sind die aussterben, und Winner, das sind die durchkommen. Les crises climatiques auraient-elles du bon ? S'il n'y a pas que des perdants dans l'histoire, mais aussi de grands vainqueurs, ceux-là peuvent en profiter pour conquérir la planète. Quand le climat change, faut-il forcément crier au feu ? Commençons par la plus connue des catastrophes climatiques, il y a 66 millions d'années. Un gigantesque astéroïde de 10 km de diamètre s'abat dans une mer tropicale peu profonde, dans l'actuel golfe du Mexique. L'impact et ses conséquences anéantissent 70% des espèces sur Terre. Also wenn ich mir die Karten vom letzten großen Massenaussterben so anschaue, dann sehe ich sofort Dinosaurier, Loser, Flugsaurier, Loser, Schildkröte, das ist ein Winner, Fischsaurier, Loser, die Krokodile sind durchgekommen, Vögel sind ganz große Winner, Insekten auch, Spinnentiere sind durchgekommen und hier die Schlangen, ganz große Winner. Hier die Ammoniten, die waren über Jahrhunderte von Millionen Jahren extrem erfolgreich durchgefallen. Und, last but not least, die Gruppe, wo auch wir dazugehören, die Säugetiere, die vielleicht größten Sieger nach dem letzten Massenaussterben. Les perdants ont été mis KO par un coup auquel seuls certains ont pu résister, le froid. Car l'impact a plongé la planète dans un hiver de plusieurs années, avec une température moyenne en dessous de 0. Mais cet hiver-là n'était rien comparé à celui qu'a connu la Terre il y a 700 millions d'années. La Terre, c'est une vieille dame. Elle a 4,6 milliards d'années. Et elle a connu 2 accidents graves de glaciation. Celui dont vous parlez, qu'on appelle dans notre jargon scientifique du néoprotérozoïque. Pendant plusieurs millions d'années, notre planète est plongée dans un sommeil de glace. Par 2 fois, glaciers et banquises s'étendent jusqu'à l'équateur. Les températures dégringolent à moins 60 degrés. Dans cet enfer blanc, comment le moindre organisme a-t-il pu survivre ? Les cyanobactéries et les algues, par exemple, étaient présentes avant et après cet épisode. C'est donc qu'elles ont tenu le coup pendant la vague de froid. Also das Leben unter dieser massiven Eisdecke war natürlich sehr stark eingeschränkt. Und es gibt aber auch Forscherinnen und Forscher, die davon ausgehen, dass der Planet tatsächlich nicht komplett durchgefroren war. Das ist die sogenannte Slushball-Hypothese. Also Slushball, Slush ist eigentlich Schneematsch, also der Schneematschplanet. Es gibt sogar neuere Studien, die davon ausgehen, dass sogar in mittleren Breiten gewisse Bereiche eisfrei waren und dort sogar mehrzellige Organismen überleben konnten. Des cyanobactéries et des algues, rien de plus. Mais c'était déjà très excitant en comparaison avec le milliard d'années qui a précédé. Une longue période où notre planète, cette belle endormie, s'était laissée vivre très, très lentement. Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, dieses Schneeball-Erde-Ereignis. Dass vor diesen beiden Ereignissen, soweit wir das rekonstruieren können, das Klima wohl weitgehend stabil war. Zumindest haben wir keine Anzeichen für irgendwelche Vereisungen. Wir hatten die sogenannte langweilige Milliarde. Le milliard ennuyeux ? Ce n'est pas parce que la Terre n'était faite que de roches nues et d'eau qu'on peut la traiter d'ennuyeuse. Bon, ok, il ne se passait pas grand-chose. Voire même rien du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, une crise climatique vienne bousculer tout ça. Les immenses plaques tectoniques se mettent à bouger
ce qui va plonger la Terre en hibernation. Mais il y avait un gros continent qui s'appelait le Rodinia, qui a une particularité, c'est qu'il était centré sur l'équateur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de se casser en morceaux dans n'importe quelle direction, il s'est cassé en morceaux en restant dans la zone tropicale. Avant cela, le supercontinent était largement au sec, car il ne pleuvait que sur ses côtes. Mais quand la Rodinia se disloque, il se met à pleuvoir partout. La pluie érode la roche, ce qui donne un petit coup de main à la vie. C'est-à-dire quand les gouttes d'eau de pluie tombent, elles traversent la colonne. Quand elles traversent la colonne atmosphérique, elles se chargent en CO2. Quand elles tapent la roche, elles vont éroder. Et dans cette réaction chimique d'érosion, quand il y a des silicates, eh bien, il se trouve que pour que cette réaction se passe bien, on pompe une molécule atmosphérique de CO2, on l'incorpore, elle rentre sous forme de carbonate dans les rivières, et puis elle va dans l'océan. On parle là de quantité phénoménale. Le taux de CO2 dans l'atmosphère tombe en chute libre et le climat se refroidit. Autre facteur déclencheur de cet hiver à rallonge, la vie déjà existante. Kurz vor diesen Schneeball-Erde-Ereignissen sehen wir auch in der Biologie eine Veränderung, insbesondere bei eukaryotischen Algen in den Meeren. Celles-ci se multiplient comme jamais. Or, les algues créent aussi les nuages. Elles émettent des molécules soufrées qui s'élèvent dans l'atmosphère, où elles favorisent la nucléation des gouttes d'eau, ce qui donne les nuages. Und wenn wir annehmen, dass dann vor rund 800 Millionen Jahren, also geologisch gesehen kurz vor den Schneeball-Erde-Ereignissen, diese Algen zugenommen haben, müssten sich mehr Wolken gebildet haben und diese hellen Wolken reflektieren Sonnenlicht zurück ins All und tragen damit auch zu einer Abkühlung bei. À cela s'ajoute l'activité volcanique. D'énormes quantités de cendres et de soufre viennent bloquer les faibles rayons du Soleil qui auraient pu réchauffer un peu la planète. Le sort de la Terre est scellé. La voilà transformée en grosse boule de neige. Et elle le serait restée s'il n'y avait pas eu, là encore, les volcans. Ces derniers apportent une douceur toute relative. Also da muss man zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Also zum einen gibt es explosive Vulkane wie diesen hier, die eine hohe Gas- und Staubwolke in die Atmosphäre pusten. Dann führt es dazu, dass sich Schwefelsäuretröpfchen in der Stratosphäre, in der Hochatmosphäre anreichern für einige Jahre. Diese Schwefelsäuretröpfchen, die streuen Sonnenlicht zurück ins All, haben also eine kühlende Wirkung auf das Klima. Und dann gibt es Vulkane, die langsam vor sich hin blubbern, die es also nicht schaffen, kühlende Schwefelsäuretröpfchen in die Hochatmosphäre zu bringen, die aber Kohlendioxid ausstoßen, ein Treibhausgas, das dann über lange Zeiträume zu einer Erwärmung führt. Le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère et agit comme le toit en verre d'une serre. Il laisse passer l'énergie solaire, mais empêche la chaleur de s'échapper. Sous l'effet de serre, la température monte brutalement. Il ne faudra qu'un millénaire, un battement de cils à l'échelle terrestre, pour que la température moyenne atteigne 30 degrés, le double d'aujourd'hui. C'est le début d'une infernale tambouille météo. Pendant des milliers d'années, des trombes d'eau assaillent la roche, qui s'érode en libérant des éléments chimiques qui ruissellent dans les océans. Eines dieser Elemente, das ist Kupfer. Und Kupfer hat eine richtige Schlüsselrolle in der Entwicklung von mehrzelligen Lebewesen, vor allem mehrzelligen Tieren, weil Kupfer ein ganz wichtiger Bestandteil verschiedener Enzyme ist. Cela va donner un nouveau souffle à l'évolution. Certaines de ces enzymes permettent aux organismes de respirer de l'oxygène, d'autres participent à la cohésion des tissus. C'est l'apparition des premiers animaux multicellulaires. Nous sommes à la période de l'Édiacarien. Toute la vie s'épanouit dans l'eau, aussi chaude que dans une baignoire. L'évolution fait soudain un bond en avant. Was dann folgte, war die sogenannte avalonische Explosion. Das ist eigentlich die Explosion mehrzelligen Lebens. Und was da entstanden ist, das kennt man unter der Bezeichnung Ediacara-Fauna. Possibles ancêtres des éponges ou des méduses, ces créatures se nourrissaient des épais films bactériens tapissant les fonds marins.
Une stratégie efficace pendant environ 80 millions d'années. Diese Ediacara-Fauna, die wurde zerstört eigentlich durch die nächste große Entwicklung in der Erdgeschichte und das ist die kambrische Explosion. Da hat die Evolution experimentiert und eigentlich nur die weiter auf die Reise geschickt, die sich bewährt haben, um dann in späteren Erdzeitaltern die Organismen zu bilden, zu denen wir letztendlich selbst auch gehören. Pour arriver à nous, il faudra encore la bagatelle de 500 millions d'années. Pendant longtemps, la vie est restée aquatique. Dieses Bier zeigt uns eigentlich die Entwicklungsgeschichte des Lebens. Die ersten 3 Milliarden Jahre gab es nur Einzeller, ganz primitive Mehrzeller und das komplexe Leben, die komplexen mehrzelligen Lebensformen, die zeigt uns diese Zone an, in der sich der Schaum befindet. Das ist in etwa das Verhältnis. Au cours du Cambrien, l'évolution a lieu tous azimuts. Les premiers prédateurs patrouillent dans les océans chauds. Une course à l'armement commence. Les chasseurs se dotent d'yeux pour repérer leur proie, tandis que celle-ci se protège à l'aide de carapaces solides. La période du Cambrien dure environ 56 millions d'années. Il y fait chaud et étouffant. Il n'y a pas de grand changement climatique au moment de l'explosion cambrienne. La vie, comme dit Darwin, elle a besoin de temps, de beaucoup de temps et de stabilité. Sans doute, le Cambrien était un de ces moments-là. Mais il n'y a pas d'événement très important. Jusqu'au retour du froid, il y a environ 440 millions d'années. La Terre rebascule dans une période glaciaire. C'est la première extinction massive des espèces dans l'histoire de la vie sur Terre. Es war eine schwere Eiszeit, die sehr, sehr lange dauerte, die dazu führte, dass der Meeresspiegel stark absank und das Leben, was sich damals ja ausschließlich oder fast ausschließlich im Wasser abspielte, dort stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil die ganzen seichten sogenannten Schelfmeere, die sind gewissermaßen ausgelaufen, weil einfach der Meeresspiegel unter diese Schelfschwelle, die Kontinentalschwelle, sank und auf die Art und Weise das ganze Wasser abgeflossen ist und diese Lebewesen einfach ihrer Lebensgrundlage beraubt waren. Les survivants doivent désormais affronter une alternance de périodes chaudes et froides. Comme si un cuisinier fou changeait sans arrêt de recette. Les crises climatiques s'enchaînent et ne cessent de bouleverser les conditions de vie. Ces hauts et bas climatiques durent quelques millions d'années et sont dus au cycle du carbone. Les éruptions effusives des volcans rejettent du CO2, le climat se réchauffe. Puis les précipitations font retomber le taux de CO2 dans l'atmosphère, le climat se refroidit. Pendant le Dévonien, il y a 419 millions d'années, un événement capital se produit sans lequel on ne serait pas là aujourd'hui. La surface de la Terre ressemble alors à celle de Mars, des roches nues, battues par le vent et la pluie, que les végétaux vont coloniser. L'évolution les dote de tout le nécessaire pour survivre sur la terre ferme. Da reden wir zum Beispiel von dem Leitgewebe, von Holz, von der Epidermis, also der Schutzschicht der Blätter oder auch von den Stomata. Das sind also neue Innovationen, die es den Pflanzen nun ermöglichen, eigentlich die kompletten Kontinente zu besiedeln. Und das ist der Zeitpunkt in der Erdgeschichte, in dem unser Planet zu einem grünen Smaragd wird. Il y a 380 millions d'années, c'est au tour de certains poissons de s'aventurer hors de l'eau, sûrement pour échapper à leurs prédateurs. Les végétaux étaient déjà présents partout à la surface. Cette conquête du milieu terrestre par les plantes a tout changé. Boden ist ein Verwitterungsprodukt der Vegetation. Das heißt, Minerale werden aufgebrochen, Nährstoffe werden freigesetzt. Durch die Freisetzung der Nährstoffe werden diese Nährstoffe vermehrt über die Flüsse in die Ozeane getragen und führen da zu einem vermehrten Algenwachstum oder Phytoplanktonwachstum, was wiederum große Mengen CO2 aus der Atmosphäre bindet. Au fur et à mesure que les plantes terrestres se répandent, leur croissance consomme toujours plus de CO2. La star du moment, c'est le carbone. Ça a changé le cycle du carbone, parce qu'avant, le carbone, il était soit dans l'océan, soit dans l'atmosphère, point barre. Et là,
au lieu de jouer aux cartes à 2, on est obligé de jouer aux cartes à 3. Il y a un troisième joueur qui vient s'installer, qui va aussi partager des réservoirs de carbone dans les sols, dans les fleurs, dans les feuilles, tout ça, dans la végétation. Le climat refroidit de nouveau. Au début du Permien, il est aussi très sec. La température moyenne sur Terre tourne autour de 0. Le taux de CO2 dans l'atmosphère est inférieur d'1/4 par rapport à aujourd'hui. Mais soudain, il y a 252 millions d'années, les températures remontent en flèche. Pendant près de 100 000 ans, des torrents de lave s'écoulent sans discontinuer dans l'actuelle Sibérie. Une quantité suffisante pour remplir la Méditerranée. La surface des océans gagne une dizaine de degrés. D'énormes quantités de dioxyde de carbone s'accumulent dans l'atmosphère. Sur le continent, on atteint les 40 degrés. Sous terre, de vastes gisements de charbon se consument et rejettent à leur tour du CO2 dans l'atmosphère. Une partie de ce dioxyde de carbone est absorbée par l'eau de mer. Elle s'acidifie, se réchauffe et s'appauvrit en oxygène. Les algues prolifèrent. Pour les autres organismes aquatiques, la vie est dure. Und das ist tatsächlich ein klassisches Beispiel für ein Erwärmungskohlendioxid-getriebenes Massenaussterben. Wir können auch abschätzen, wie viel Kohlendioxid damals in die Atmosphäre gebracht wurde. Wir sehen auch aus Temperaturrekonstruktionen, dass das eine sehr heiße Zeit war. Und diese Kombination aus Erwärmung, dann durch das Kohlendioxid auch Ozeanversauerung und Veränderungen im Ozean hat dann tatsächlich zum größten Massenaussterben in der Erdgeschichte geführt. Il fait trop chaud, trop vite. 75% des animaux terrestres meurent. Sous l'eau, c'est même 90% de la vie marine qui suffoque et disparaît. Les seuls à être encore à l'aise sont les bactéries, qui produisent des quantités phénoménales de sulfure d'hydrogène. Dies führte dann dazu, dass die Erde über Jahrhunderttausende, ja wahrscheinlich sogar über Jahrmillionen, einen intensiven Geruch nach faulen Eiern dort verströmte. Das führte dazu, dass sich diese Regeneration der Lebewelt, dass sich das über Millionen von Jahren hinzog, bis sich das Leben wieder so regeneriert hatte, dass wir im Endeffekt Bedingungen hatten wie vor der Katastrophe. C'était la plus grande crise écologique de l'histoire de la Terre, jusqu'à aujourd'hui. Car le parallèle est troublant. Les océans se réchauffent, leur taux d'oxygène diminue alors que celui de CO2 augmente, l'eau s'acidifie jusqu'à ronger les organismes à squelette calcaire, les algues prolifèrent à cause d'un excès d'azote, etc., etc. Mais reprenons la chronologie. Après l'extinction massive du Permien-Trias il y a 252 millions d'années, s'ouvre le Mésozoïque, qui signifie la vie du milieu. La Terre se couvre d'immenses forêts de fougères. Le monde vivant se remet doucement de l'épreuve. Besonders bevorteilt sind bei solchen Massensterben Pflanzen, die sich sehr einfach fortpflanzen können. Zum Beispiel die sporenbildenden Pflanzen wie Farne oder Schachtelhalme. Die sind also in kürzester Zeit nach solchen Massenaussterbeereignissen wieder da. Sie können ihre Sporen über tausende Kilometer relativ einfach mit dem Wind verbreiten und so als Pionierbesiedler die leergefegten Ökosysteme wieder neu besiedeln. Le règne animal aussi reprend du poil de la bête. À la fin du Mésozoïque, au Crétacé, les dinosaures règnent sur Terre. Il fait en moyenne 10 degrés de plus qu'aujourd'hui, des conditions dans lesquelles l'être humain n'aurait pas pu vivre. Pour être honnête, il faut préciser que les créatures d'alors ont eu plusieurs millions d'années pour s'adapter à une telle chaleur et une telle humidité. Ils ont vécu au Jurassique, au Trias, au Crétacé. Toutes ces périodes-là, c'était des périodes chaudes. Ils n'ont quasiment pas eu de calotte de glace. Donc eux, ils ont bénéficié vraiment de périodes géologiques relativement stables et chaudes. Les dinosaures auraient pu continuer longtemps à se la couler douce. Also wenn wir diesen großen Meteoriteneinschlag nicht gehabt hätten auf der Erde, kann man davon ausgehen, dass die ökologischen Nischen, die damals von den Dinosauriern besetzt waren, weiterhin besetzt blieben von Nachfahren der Dinosaurier und dass die Evolution der Säugetiere, so wie wir sie eben jetzt erlebt haben, niemals stattgefunden hätte. Und da wir ja auch ein Produkt dieser Evolution sind, hätte es uns auch nie gegeben. Et cette personne n'aurait jamais pu sourire à la caméra. L'humain moderne apparaît au Pléistocène et subit des variations de température constantes.
Car depuis plus de 2 millions d'années, le climat joue au yo-yo. Des ères glaciaires, parfois longues de 80 000 ans, sont suivies de courtes périodes plus chaudes, avant que le froid revienne sur Terre. Elle ne reçoit pas toujours la même quantité d'énergie du Soleil. La Terre, elle tourne sur un ellipsoïde, comme ça. Cet ellipsoïde, il est plus ou moins allongé, plus ou moins circulaire, plus ou moins allongé. Et ça varie avec des fréquences de 100 000 et 400 000 ans. On appelle ça l'excentricité. À cause d'elle, l'intensité des rayons solaires varie. Ensuite, vous avez un autre paramètre qui s'appelle l'obliquité, qui peut varier entre 22 et 24 degrés. Plus l'axe de la Terre est incliné, plus fort est le rayonnement solaire sur les pôles, et plus les saisons sont marquées. Puis il y a un troisième paramètre orbital qu'on appelle la précession des équinoxes. La Terre n'est pas une sphère toute ronde, elle a ce qu'on appelle un bourrelet équatorial. C'est-à-dire qu'à l'équateur, elle est un peu plus épaisse. Et ça lui donne un mouvement de toupie. Et c'est ça qu'on appelle le paramètre de précession. La Terre tourne comme une toupie et ne cesse de changer de position par rapport au Soleil. Ces trois facteurs expliquent la variation du rayonnement solaire qui nous parvient, donc les températures, mais aussi et surtout ce cycle perpétuel entre périodes chaudes et glaciaires. Alors une question s'impose. Quand est prévue la prochaine ère glaciaire? Depuis 12 000 ans environ, le climat est parfait pour nous, idéal pour l'agriculture. Mais entre toutes ces obliquités, précessions et autres excentricités, la Terre devrait bientôt reprendre un coup de froid, non? Il n'y a pas si longtemps, le petit âge glaciaire a donné un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre. Il a commencé en Europe à la fin du XIVe siècle et a duré 500 ans. Il s'explique par une faible activité solaire et probablement plusieurs grosses éruptions volcaniques. Et à partir de 1550, il s'est mis à faire plus que frisquer. Si froid qu'il y a certainement eu un autre facteur. Mais lequel? Ja, von CO2-Aufzeichnungen aus antarktischen Eisbohrkernen haben wir herausgefunden, dass zur Zeit um 1610 die atmosphärischen Kohlenstoffdioxid heruntergegangen sind. Und wir haben es natürlich so gemacht, herauszufinden, was die Ursache dazu war. Voici l'hypothèse formulée par les chercheurs. Lorsqu'en 1492, Christophe Colomb débarque sur le continent américain, il s'agit de l'une des régions les plus densément peuplées au monde. Ses habitants pratiquent l'agriculture sur de vastes surfaces, élèvent des poissons, font paître les bisons dans les prairies et cultivent des vergers. Jusqu'à l'arrivée des colons. Car ces derniers apportent avec eux des maladies inconnues du système immunitaire des peuples autochtones, qui font des ravages. Wir gehen davon aus, dass bis zu 90% der südamerikanischen und nordamerikanischen Bevölkerung gestorben sind nach der Ankunft der Europäer. Und das natürlich dann führt dazu, dass nicht mehr genug Menschen überhaupt da sind, um Landwirtschaft zu betreiben. Selon cette hypothèse, la nature a repris ses droits sur de très vastes étendues jusque-là cultivées. Le retour de la végétation absorbe une quantité significative du CO2 de l'atmosphère, contribuant au refroidissement du climat. Ce serait donc Christophe Colomb qui aurait jeté un froid sur la Terre? Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, le climat plus rigoureux entraîne des maladies et des famines. En 1789, par exemple, la France connaît des insurrections face au manque de pain, ce qui va mener à la Révolution française. Aujourd'hui, une fois de plus, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pourrait changer le visage de la planète. Mais cette fois, parce qu'il augmente à vitesse exponentielle. À chaque crise climatique, les éléments déterminants ont toujours été la composition de l'atmosphère et le rayonnement solaire frappant la Terre. Die Geschwindigkeit, mit der wir Kohlendioxid aus der Erde holen und in die Atmosphäre blasen, die hat es vorher so noch nie gegeben. Cette fois, c'est nous qui poussons la marmite climatique au bord de l'ébullition. À force de perturber le cycle planétaire du carbone, on fait monter la température. Mais n'est-il pas temps qu'une nouvelle ère glaciaire revienne? Durch die Veränderung der Erdbahn und der Rotationsachse der Erde würden wir natürlich tatsächlich irgendwann auf der Zeitskala von 50.000 Jahren oder so in die nächste Eiszeit kommen.
Aber durch unsere Treibhausgasemissionen schieben wir das schon nach hinten. Und je nachdem, wie viel Treibhausgase wir in der Zukunft noch ausstoßen, könnte die tatsächlich ausfallen oder noch weiter in die Zukunft geschoben werden. A-t-on un exemple de ce qui se passerait si on ne parvient pas à réduire nos émissions et que d'ici la fin du siècle, la concentration de CO2 dans l'atmosphère double? Et on arrive à une période qu'on appelle le Miocène moyen, 15 millions d'années. Et là, le niveau marin, il est 30 à 40 mètres plus haut. Les températures sont 4 degrés plus chaudes à 6 degrés plus chaudes. Ça devient l'enfer. Pourrait-on survivre à cet enfer? Les crises climatiques passées montrent qu'elles ouvrent la voie à de nouvelles formes de vie, mais aux dépens de la plupart de celles existantes. Jedes Massenaussterbeereignis, so gravierend es auch war, hat letztendlich dazu geführt, dass das Leben wieder zurückgekehrt ist, dass der Planet wieder in sein Gleichgewicht gefunden hat und dass es wieder von vorne losging. Nur, dass manche Arten eben fehlten. Und vielleicht ist bei diesem Klimawandel der Mensch dabei. Das wissen wir nicht. Natürlich werden nicht 8 Milliarden Menschen diese Katastrophe überstehen können. Es wird eine kleine Population von Menschen sein, die da durchkommen. Aber es gibt auch keine andere Art auf dem Planeten, die dieses Anpassungspotenzial wie unsere Spezies hat. Mit Sicherheit wird der Mensch zu den Spezies gehören, die das nächste große Massenaussterben überleben. De quoi sera fait ce monde? Ressemblera-t-il de près ou de loin à celui qu'on connaît? Ou sera-t-il tellement inhospitalier que seule la technologie garantira notre survie? Avec ou sans nous, la Terre continuera de tourner. Et peut-être que dans quelques millions d'années, d'autres créatures intelligentes diront « Heureusement que l'être humain a déclenché cette crise climatique, sinon nous n'aurions pas existé ».